Comment restaurer notre potentiel économique après 5 ans de crise? Eh bien, pour mon invité, la réponse tient en un mot, investir. Bonjour Jean-Louis Levet. Bonjour. Vous êtes économiste, essayiste et vous publiez avec la Fondation Jean Jaurès un essai intitulé Investir, une urgence absolue pour la France et l'Europe, un essai qui est disponible sur le site de la Fondation Jean Jaurès. Alors première question, pourquoi est-il si urgent à votre sens d'investir et pourquoi faut-il investir massivement comme vous appelez à le faire? D'une part parce qu'investir, c'est faire un pari sur l'avenir et les pays qui ne font pas le choix de l'avenir, en général, sont des pays qui ne laissent plus de traces dans l'histoire, qui disparaissent de l'histoire. Et pourquoi faut-il investir maintenant? Parce que, précisément, depuis près de 2 décennies, nous n'investissons pas assez, nous n'investissons pas à hauteur de nos besoins, à hauteur de ce que doit être un pays comme la France. Je prends 2-3 exemples. Allez-y. Nous avons un taux d'investissement productif qui est à la fois faible et stagnant depuis quasiment la fin des années 90, entre 8 et 11% du PIB, là où il devrait être probablement au-dessus de 15%. On a aussi un taux de rentabilité brute du capital qui est faible. Je crois qu'en 2011, pour la France, il tournait à 13,5%, 16% en Italie, 22% en moyenne dans la zone euro, 54% en Allemagne. Regardez aussi le taux d'investissement en recherche-développement, notamment dans les entreprises de taille moyenne, dans la recherche expérimentale, là où se font les choses, dans les processus industriels, qui sont également insuffisants. La France aujourd'hui est en 16e position dans le classement des pays en termes d'innovation. Et donc le danger de ne plus être un pays innovant, mais un pays suiveur. Alors, dans la mondialisation aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de suivre les autres. Sinon, nous sommes en permanence à la recherche d'un horizon productif, de prospérité que définiraient les autres nations. Mais au début de l'été, le gouvernement a mis 10 milliards d'euros sur la table. Encore récemment, il y a eu le plan Montebourg. Ce sont des efforts qui sont insuffisants à votre sens? En tout cas, il y a un certain nombre de, je dirais, de petits pas qui sont pris, qui sont faits pour considérer que la croissance doit passer par l'investissement. Nous savons que collectivement en Occident, sauf quelques cas comme les pays scandinaves, l'Allemagne ou l'Autriche, on a fait le choix de l'endettement et de la consommation. On a oublié cette évidence par myopie stratégique que nous avons besoin d'activités productives. Quand je dis activité productive, c'est à la fois tout le continuum de la recherche, de l'enseignement supérieur, de l'innovation, des capacités d'organisation industrielle, de formation de nos salariés, de capacité aussi à se projeter dans le monde. Vous regardez un pays comme l'Allemagne, comme l'Italie, sont des pays qui se projettent fortement dans le processus de mondialisation. Nous ne le faisons pas assez, à l'exception de nos grands groupes. Donc c'est un impératif. C'est un choix aujourd'hui qui est absolument essentiel. Nous avons trop été dans la myopie stratégique. Souvenez-vous, dans les années 80, nous étions dans le mythe de la société post-industrielle. Dans les années 2000, c'était la nouvelle économie. Depuis quelques années, c'était délocalisons tout en Chine et nous gagnerons beaucoup d'argent. Eh bien, à force de succomber comme ça à une myopie stratégique, on en vient dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et donc, dans le débat d'aujourd'hui, je dirais entre les libéraux dogmatiques, enfants de l'école de Chicago, qui ont quand même ruiné les pays d'Amérique latine des années 80, qui nous disent non, surtout, il ne faut pas que l'État intervienne, il suffit de laisser faire les marchés. Le problème, c'est que dans la mondialisation, quand vous regardez la Corée, la Chine, le Brésil, les États-Unis, l'Allemagne, ces pays ne laissent pas faire le marché. Il y a un respect des mécanismes du marché. Mais il y a la capacité collective à orienter notre spécialisation industrielle vers des activités à forte valeur ajoutée. Donc entre ces ultralibéraux qui clairement ne comprennent pas les réalités économiques et les sceptiques professionnels qui critiquent systématiquement toute initiative, je considère que ces premiers pas, le plan de compétitivité d'octobre 2012, l'accord de flex-sécurité de février 2013, un plan d'investissement complémentaire en juin, les plans industriels d'Arnaud Montebourg, ce sont autant de petits pas qui commencent à dessiner, je l'espère, une grande ambition productive industrielle. Alors, vous avez parlé aussi de myopie stratégique il y a un instant. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de pilotage des investissements stratégiques? Le commissariat général à l'investissement est-il un dispositif qui vous semble efficace et suffisant? Alors avant de parler peut-être dispositif, il faut parler peut-être des objectifs et de la stratégie. Les dispositifs, par définition, doivent être adaptés à ce que nous souhaitons. Alors on voit bien aussi que ce qui est décidé tire aussi les enseignements de ce qui a été réalisé ces 2-3 dernières années avec le programme d'investissement d'avenir, qui consistait donc à investir 35 milliards d'euros, à mobiliser des acteurs par des appels à projets, par une logique bottom-up. Et à chaque fois que l'État met 1 euro, le privé met 1 euro. Donc d'une certaine façon, des enseignements sont tirés de ce programme d'investissement d'avenir. Et je trouve que
il est intéressant à ce moment-là d'avoir le type de dispositif qui est en train de se dessiner, qui consiste non pas à ce qu'un État dise voilà, ce verre, il faut le faire comme ci, il faut le faire à telle époque avec telle entreprise. Nous ne sommes plus dans les années 60, où l'État pouvait être un État stratège extrêmement important. Là, nous sommes à la fois dans quels sont les grands besoins que nous avons dans les 20 prochaines années. Nous les connaissons, c'est la santé, c'est l'information, c'est l'urbanisme, c'est les transports, c'est l'énergie. Partir de nos points forts, parce que faut-il encore consolider nos points forts, et nous avons dans ces domaines des groupes et un tissu industriel encore performants malgré notre processus de désindustrialisation depuis 3 décennies, et en même temps, il faut chercher non pas à rattraper les autres dans les nouvelles technologies, mais à prendre de l'avance. Et c'est là où l'État doit être un État facilitateur, et donc de mettre autour de la table l'ensemble des industriels, des centres techniques, des labos qui, eux, sont dans la concurrence des idées, la concurrence des produits, et sont capables d'anticiper, d'identifier les signaux faibles de demain. Donc il n'y a rien d'inéluctable à une France qui a trop désinvesti depuis 20 ans. Et puis pour finir de répondre à votre question, le dispositif aujourd'hui en France, nous avons de nombreux outils. Nous avons le Commissariat général à l'investissement, qui a mis en œuvre le programme d'investissement d'avenir. Je crois qu'il reste quelques milliards encore. Je crois qu'il a engagé 28 milliards sur les 35 cet été. Vous avez le Conseil national de l'industrie, qui essaye de structurer un dialogue entre la dizaine de filières industrielles. Puis vous avez le Commissariat général à la stratégie et à la prospective, qui doit redonner une impulsion au pays en termes de prospective. Voilà, il y a les régions, il y a les pôles de compétitivité. Donc il faut aussi, c'est le rôle de l'État, de mettre en cohérence et en complémentarité ces différents outils autour de cette stratégie productive. Vous l'avez aussi évoqué, tout cet argent, toutes les sommes qui ont été levées n'ont pas été dépensées. Faut-il aller plus vite? Faut-il accélérer le timing? Je crois qu'il y a 3 points qui me paraissent importants. D'abord, le premier point, c'est la mobilisation des territoires et des entreprises. Nous n'en parlons pas assez, c'est fondamental. Donc il faut passer par les collectivités territoriales? Le binôme agglomération-région est un binôme essentiel parce qu'ils connaissent le tissu industriel local, ils ont développé les clusters, les pôles de compétitivité, ils ont la responsabilité institutionnelle du développement économique, et donc nous devons être capables de mobiliser les territoires autour de grands projets. Regardez la vallée de la Seine, Paris-Le Havre, on en parle depuis plusieurs années, ça devrait être un projet extraordinaire. Quand vous savez que 80% des approvisionnements de Paris viennent de Rotterdam, il y a quand même un problème. Tout autour de Lyon, avec l'Isère, Saint-Étienne, vous voyez là aussi qu'il y a des territoires qui peuvent dialoguer entre eux et avoir des grands projets territoriaux qui mobilisent les entreprises et qui créent aussi toute une nouvelle génération aussi de start-up, d'élus, etc. Le deuxième point, c'est tout ce qui concerne les domaines d'activité. Vous l'évoquiez à l'instant. Les domaines d'activité, ils sont au croisement de nos grands besoins, de nos points forts, et des domaines où demain va se construire les rentes technologiques, donc la santé, et donc les emplois. Les économies vertes, le transport. L'énergie. Et vous voyez bien que dans ces domaines, là où l'État joue un rôle important, c'est qu'il doit permettre une diversité de technologies. Il y a 30 ans, on pouvait dire, OK, on fait le choix du nucléaire. Aujourd'hui, dans l'énergie, on ne peut pas dire qu'il faut faire le choix uniquement du photovoltaïque, que d'ailleurs l'industrie chinoise a détruit par le dumping, ou le solaire. Nous devons permettre à l'ensemble des technologies de donner une chance de se développer, puis ensuite nous verrons quelle est la bonne technologie. C'est très important, cette diversité du portefeuille de technologies. Puis ensuite, il y a les leviers. Et je crois que nous avons en France, nous n'avons pas le temps de parler de l'Europe, mais nous avons 3 leviers aujourd'hui qui sont essentiels. Le premier, c'est le levier fiscal. Nous avons besoin de gagner en clarté, en lisibilité, en stabilité pour nos entreprises. C'est absolument fondamental. Et je milite dans cet essai, avec ceux qui m'ont aidé à le faire, pour une fiscalité rapidement incitative au service de l'investissement. Par exemple, il n'est pas scandaleux d'envisager que l'impôt sur les sociétés varie en fonction du moment où l'entreprise investisse plus ou distribue plus de dividendes. Voilà, je crois qu'il faut faire passer des signaux, non pas des signaux faibles, mais des signaux forts en faveur des entrepreneurs. Le deuxième levier, c'est l'épargne. Nous avons une épargne importante, mais qui est souvent une épargne de court terme, à faible rentabilité. Eh bien, il faut nous donner les moyens d'orienter cette épargne vers l'investissement de long terme. Et le troisième levier, ce sont le rééquilibrage des relations entre les grands groupes et les PME.
entre les PME et les grands distributeurs. Nous avons un système productif qui fonctionne trop encore sur des logiques de domination, de non-coopération. Regardez dans la mondialisation, quand les Italiens attaquent les marchés, les Allemands, les Autrichiens, les Japonais, ils attaquent ensemble. Pourquoi ils attaquent en meute? Oui, mais pourquoi? Il ne suffit pas de dire il faut chasser en meute. Nous avons un système productif qui s'est construit sur le modèle monarchique français. Les grands au-dessus, les petits en dessous, dans des logiques de vassalisation. Donc le rôle de l'État, là aussi, c'est de contribuer à rééquilibrer les relations entre grands groupes et PME, par exemple en faisant en sorte que les entreprises moyennes puissent se rapprocher, en orientant les financements vers les entreprises nouvelles, en faisant en sorte que les contrats de sous-traitance, il y a un partage du risque entre les grands groupes et les PME. Donc vous voyez, nous avons, à l'échelle nationale et territoriale, des outils qui nous sont nécessaires pour faire de ce pays un pays qui fait le pari de l'investissement. Et faire le pari de l'investissement, c'est faire aussi le pari, dans le même temps, de la réduction des inégalités sociales, parce que la plus grande des inégalités, c'est l'accès au marché du travail. Eh bien, Jean-Louis Levet, merci d'être venu nous éclairer sur ce que vous qualifiez d'urgence, l'investissement en France et en Europe. Merci d'être venu sur le plateau d'Exerfi Canal. Merci à vous. Au revoir.